bonsoir, ravi de vous retrouver. On parle ce soir d'un problème de santé publique méconnu et largement sous-diagnostiqué. En l'occurrence, l'apnée obstructive du sommeil, un trouble qui se traduit par des arrêts respiratoires involontaires pendant votre sommeil et ça dure entre 10 et 30 secondes et se répète plusieurs fois par nuit. Cette maladie du sommeil qui passe fréquemment inaperçue n'est pas à prendre à la légère car sans traitement, elle peut entraîner un certain nombre de complications. Des problèmes cardiovasculaires, métaboliques et neuropsychiatriques, sans oublier les répercussions sociales et professionnelles. Comment reconnaître une apnée du sommeil? Quelles sont les personnes à risque? Peut-elle toucher les enfants? Et quelles sont les solutions de prise en charge? Voilà le propos de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Wardia Adrali. Vous êtes pneumopédiatre, chef d'unité et consultation à l'hôpital Nafissa Hamoud. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également le grand plaisir de recevoir dans cette émission Monsieur Haroun Mohamed Rayan. Vous êtes notre témoin. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes patient apnéique. Merci beaucoup d'avoir accepté gentiment de venir témoigner. On n'arrête pas de le rappeler dans cette émission. Il est important aujourd'hui de libérer la parole car pouvoir parler de sa maladie, c'est déjà s'inscrire sur un chemin de prise en charge et de guérison. J'ai également le grand plaisir de recevoir dans cette émission Docteur Raïs, vous êtes somnologue installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. J'ai également le grand plaisir de recevoir Docteur Houssine Mahmoudi. Vous êtes interniste, vous êtes chef d'unité cardio-respiratoire du sommeil à l'hôpital Zmirli. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à vous tous. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Merci à vous tous de venir sensibiliser autour de cette thématique du sommeil qui est largement sous-diagnostiquée. Et pourtant, on parle à peu près de 5% des adultes qui seraient touchés par cette pathologie. C'est dire qu'ils sont des millions à en souffrir, mais qui ne consultent pas. Pourquoi, docteur Raïs? Tout simplement parce qu'on prend à la légère. Alors tout d'abord, le syndrome d'apnée du sommeil, il est souvent lié au ronflement. Et c'est un tabou, on n'en parle pas, on n'a pas l'habitude d'en parler. Et puis, sauf que c'est une gêne sociale occasionnée par le patient lui-même. Et dans les habitudes qu'on a, c'est des patients qui ont tendance à bien dormir. Donc on pense que celui qui ronfle dort bien, or que c'est tout à fait le contraire. Oui. Docteur Mahmoudi, alors on a tendance à banaliser ou tout simplement peut-être on ne s'aperçoit pas parce que finalement la personne qui fait l'apnée du sommeil, c'est pas elle qui remarque en premier généralement qu'elle a des problèmes de sommeil, c'est plutôt la personne qui dort à côté ou la famille, n'est-ce pas? Oui, généralement c'est l'entourage, souvent qui mène le patient à consulter, c'est parce qu'il constate que le patient est ronfle et son ronflement est inhabituel, caractéristique des apnées du sommeil, et puis le fait de s'arrêter, de respirer la nuit, parfois il devient cyanique et parfois ça s'accompagne d'éveil avec des agitations, des sueurs nocturnes. Donc, parfois, ça gêne et ça effraie parfois l'entourage. Oui. Alors, pour les enfants, même constat ou pas, professeur Drali, on consulte pour les enfants ou pas? Pour les enfants, c'est une pathologie méconnue, qu'elle soit par nos confrères ou par les parents. Généralement, les patients vont présenter soit des signes diurnes, soit des signes nocturnes. Donc les parents vont venir nous dire, voilà, c'est un enfant qui se réveille déjà fatigué, il se plaint de céphalée, il a un niveau de rendement scolaire bas ou hyperactif, ou c'est un enfant qui fait beaucoup de siestes et qui s'endort, même dans la voiture, devant la télé, et qui demande à chaque fois à s'endormir au moins quelques minutes. Soit des signes nocturnes, à ce moment-là, c'est des enfants qui peuvent ronfler, mais pas que. Ils peuvent avoir une respiration silencieuse, mais une respiration bouche ouverte, un enfant qui a une hypersialorée, une position de la tête, soit un endormissement aussi sur le ventre, un sommeil agité. On va revenir carrément sur des épisodes d'apnée. Oui, on va revenir sur les symptômes. Alors, pour vous, monsieur Haroun, l'apnée du sommeil n'a pas commencé dès l'enfance, mais vous aussi, vous avez mis du temps pour consulter, n'est-ce pas? Vous vous reconnaissez un peu quand on parle un peu de ce retard justement de consultation? Oui, certainement. Généralement, on commence à s'inquiéter. Généralement, c'est notre entourage qui s'inquiète pour nous. Les premiers temps, c'est quand on nous remarque en train de somnoler tout le temps, surtout en étant passager avec quelqu'un qui conduit.
Toi, enfin, lui, il est en train de conduire et vous dormez, vous Oui. faites même pas attention au Pourquoi trajet. vous avez mis du temps alors, pour revenir un peu sur cette justement peut-être banalisation, hein, parce qu'il faut un peu secouer peut-être les gens qui nous regardent ce soir. Oui, Pourquoi justement. vous avez mis beaucoup de temps pour consulter? C'était, enfin, je vivais en quelque sorte en fatigue constante. J'étais tout le temps fatigué, je ne dormais pas, enfin, généralement. Et puis, c'était l'inquiétude de mes parents et de mon entourage. Mais pas la vôtre? Pas la mienne, mes tantes. J'ai un ami qui est médecin ORL, j'ai mes tantes. Surtout l'inquiétude de mes parents qui m'a poussé, À consulter. qui m'a sensibilisé pour aller vers des spécialistes. Et puis une fois chez mon médecin, Oui. là je suis en avec train nous de ce soir, revivre, je absolument, suis en Dr. train Alex, de prendre le goût de la vie en quelque sorte. Oui, on va y revenir justement. J'ai envie de revenir avec vous sur cette banalisation peut-être de la qualité du sommeil. Est-ce qu'on n'est pas conscient finalement que le sommeil a une part très importante dans notre vie? Alors, il faut dire juste à titre d'exemple que nous passons à peu près le tiers de notre vie à dormir et que ce n'est pas une perte de temps. Une personne par exemple qui a 90 ans, elle a quelque chose comme 29 ans de sommeil, ce qui Exactement. est énorme. Exactement. Alors, vous l'avez bien dit, c'est à peu près un tiers de notre vie, on la passe en dormant. Et cette banalisation, en fait, vient de la part des patients de façon générale. C'est que c'est pas une banalisation, c'est qu'ils ne se rendent pas compte et ils mettent ça sur le dos de la fatigue. Alors, je voudrais préciser une chose. Lorsqu'on est fatigué, le traitement de la fatigue, c'est le repos. Mais à partir du moment où vous vous endormez, c'est qu'il y a un problème au niveau du sommeil. C'est un message que je voudrais transmettre aux C'est-à-dire téléspectateurs. une personne par exemple qui va dire moi je dors quand même, je fais mes 8 heures de sommeil mais je suis tout le temps fatigué. Voilà, alors, je suis fatigué. Alors, il faut faire la différence entre fatigue et somnolence. Je suis fatigué, je vais m'endormir, je vais m'allonger un petit peu. Non, je suis fatigué, je vais me reposer. Si je vais pour dormir, c'est qu'il y a un manque de sommeil. Oui. Ou bien, alors, le sommeil, c'est deux paramètres, c'est deux choses très importantes. C'est la durée du sommeil et la qualité du sommeil. À partir du moment où votre corps, on n'est pas tous égaux face au sommeil. Vous avez peut-être un besoin de 8 heures, j'ai peut-être besoin de 6 heures et M. Rallon a peut-être besoin de 7 heures de sommeil. Oui. À partir du moment où vous avez dormi vos heures de sommeil habituelles, si vous êtes somnolent le lendemain, c'est qu'au niveau de la qualité, ça ne va pas. Si vous avez un besoin de 6 heures et vous dormez 4 heures, là, ça va être une somnolence liée à la durée du sommeil. Donc, s'il y a une somnolence, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du sommeil. Là, il faut consulter. C'est-à-dire on n'atteint pas finalement cette notion de sommeil réparateur. On y reviendra absolument. Je vais vous inviter, messieurs, dames, à regarder un reportage justement qui revient sur la prise en charge. Fort heureusement, aujourd'hui, il existe des unités de consultation pour le sommeil au niveau du privé, mais aussi au niveau du public. Notre équipe a fait immersion justement dans l'unité du sommeil à l'hôpital de Nimsous. Regardez, c'est un reportage signé Yanis Belkacem. L'apnée du sommeil est un trouble complexe caractérisé par des interruptions respiratoires récurrentes comme des renflements forts et des réveils fréquents. Ces symptômes peuvent être déclenchés par des facteurs tels qu'une obstruction des voies respiratoires due au relâchement excessif des tissus de la gorge pendant le sommeil, avec des influences potentielles comme l'obésité, la structure anatomique et les antécédents familiaux. Le sommeil, c'est quelque chose de vital pour l'être humain. Et s'il y a des apnées du sommeil, ce sommeil va être complètement déstructuré. Le malade ou l'être vivant ne va plus avoir une phase de récupération normale, ce qui fait que le malade va se réveiller le matin comme si il n'avait pas dormi ou très mal dormi, fatigué, épuisé. Monsieur Matou, donc c'est pareil. Pour mieux comprendre la détection de l'apnée du sommeil, l'étape cruciale est la réalisation de la polysomnographie. Vous devez bien serrer monsieur pour qu'elle ne bouge pas tout au long de votre sommeil. Donc le capteur il se met sur le pouce et généralement on doit bien expliquer au malade qu'il ne doit pas être retiré durant la nuit parce que s'il est retiré, donc l'enregistrement n'aura aucune valeur. Avec le chercheur on n'en aura pas besoin. Et il y a le capteur pour le flux nasal et le flux buccal. Donc on est en présence d'un patient qui présente une fibrose pulmonaire qui est connue pour être prédisposante pour les pathologies du sommeil. Donc il va bénéficier d'un enregistrement du sommeil, d'une polygraphie du sommeil qui est connue. Donc la pathologie du sommeil, elle est connue pour être fréquente chez les patients qui présentent une fibrose pulmonaire.
Cette procédure enregistre divers paramètres, notamment les cycles de sommeil et la respiration, donnant ainsi aux professionnels de la santé la capacité de repérer les interruptions respiratoires caractéristiques liées à l'apnée du sommeil. Donc on dispose d'un logiciel qui est installé sur le PC qui va nous lire l'enregistrement fait durant les 6 heures minimum de la nuit. Ensuite, le logiciel va lui-même calculer le score du malade et nous dire s'il s'agit d'une apnée de sommeil sévère, modérée ou bien légère, ou bien si tout simplement il ne présente pas d'apnée de sommeil. Si l'apnée du sommeil est confirmée, le plan de traitement peut être diversifié. Des ajustements de style de vie, comme la perte de poids, peuvent être recommandés. Une zone. Pour traiter cette pathologie, il faut apprécier sa sévérité. On les classe en 3 stades. En syndrome d'apnée du sommeil modéré, léger et sévère. Il y a certaines mesures qu'il faut prendre, notamment des mesures hygiéno-diététiques. Si c'est un obèse, il faut lui proposer un régime ou une prise en charge de son obésité. Et si c'est des malades qui ont des problèmes de santé, comme je vous l'ai cité au départ, l'hypertension, le diabète, les problèmes de dysthyroïdie, il va falloir les traiter. Et quand on les traite, on peut améliorer déjà cet index pour essayer de voir si l'index a diminué, si ça marche l'IBELC. Sinon, on peut proposer cet enregistrement, cet appareil qui est l'appareil qui permet de donner une pression de l'air positive en continu, c'est la PPC, et généralement ça donne de très bons résultats et ça améliore de façon spectaculaire la qualité de vie de ces malades. Il est essentiel de noter que l'apnée du sommeil n'est pas dénuée de conséquences telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les AVC et la mort subite. Alors je pense, M. Haroun, que vous reconnaissez un peu dans ce qu'on a entendu dans ce reportage. Ça a commencé comment pour vous? Ça a commencé, on se lève la matinée en étant fatigué déjà. On a les extrémités bleues, les lèvres bleues. Et puis on est tout le temps en somnolence. On a tendance à discuter. Quand on discute avec les gens, on s'endort. Surtout si en étant assis dans un endroit calme. Surtout en voiture. Quand je suis côté passager. Je fais les trajets en étant endormi. Et ça a commencé tardivement chez vous. Ça a commencé à quel âge? Ça a commencé à 32 ans, à peu près, 33 ans. J'ai pris un peu de surpoids, beaucoup de surpoids. Et puis, ça a chamboulé toute ma vie en quelque sorte. Absolument, on va voir que c'est un facteur de risque tout à l'heure, justement. Alors, une question pédagogique, docteur Mahmoudi. Oui. Qu'est-ce qu'une apnée du sommeil? Alors, l'apnée du sommeil, on peut la définir de 2 façons. La façon la plus simple, c'est le fait de s'arrêter pendant le sommeil plusieurs fois, au moins 5 fois par heure. S'arrêter de respirer. Le fait de s'arrêter de respirer au moins 5 fois par heure du sommeil, et qui a 2 conséquences majeures. Le fait de s'arrêter, il y a des baisses en oxygène répétées, donc qui a des conséquences néfastes sur l'organisme, sur le plan cardiovasculaire cérébral. Et puis la deuxième conséquence, si on fait des apnées, on fragmente notre sommeil, et du coup, on a un sommeil de mauvaise qualité, un sommeil discontinu, et ça donne des répercussions pendant la journée, essentiellement une somnolence diurne, c'est la journée non expliquée, et qui peut être à l'origine d'accidents professionnels ou d'accidents de circulation, parfois majeurs. Oui. Mais sinon, la deuxième classification, ce qui est une classification plus académique, c'est de prendre des critères. Il suffit d'avoir 3 critères. Un patient qui somnole de façon inexpliquée pendant la journée, le fait de ronfler la nuit et le fait de suffoquer pendant le sommeil également. Ce sont des critères cliniques. Et de rajouter un critère polygraphique, comme on a vu dans la vidéo, de démontrer qu'il y a 5 arrêts respiratoires par heure du sommeil. Oui. Docteur Araïs, justement, alors, vous allez me dire que la nature est un peu bien faite, parce que ces micro-réveils, c'est l'organisme un peu qui réagit justement à ces arrêts de respiration, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ça qui va induire cette fatigue et cette somnolence dont on parle. Exactement. Oui. Exactement. Donc, comme vient de le dire Dr Mahmoudi, l'apnée du sommeil, c'est une interruption du flux respiratoire pendant au moins 10 secondes. Alors, soit une interruption totale, c'est l'apnée, soit une interruption partielle, c'est l'hypopnée. On prend les 2 événements respiratoires pour diagnostiquer le syndrome d'apnée. À la fin de chaque événement, il y a fatalement un micro-éveil. Il y a un système de défense de l'organisme qui va réveiller le cerveau. Le patient ne se rend pas compte, sauf pour certains cas. Et c'est ce micro-éveil qui va induire la reprise ventilatoire.
À partir de là, on considère qu'il y a eu fragmentation du sommeil. Au niveau du sommeil, vous avez 3 phases. Vous avez le sommeil léger, c'est ce qui permet, c'est ce qui vient juste après la phase d'endormissement. Vous avez le sommeil léger qui dure quelques minutes, puis après vous avez le sommeil profond. À la fin du sommeil profond, vous avez un tout petit peu de sommeil paradoxal dans la première partie de la nuit. Dans la deuxième partie de la nuit, vous avez beaucoup plus de sommeil paradoxal et un peu moins de sommeil profond. Le sommeil profond, c'est ce qui vous permet de vous reposer. Le sommeil paradoxal, c'est ce qui vous permet de rêver et surtout de toute la partie mnésique, toute la partie archivage et les informations que vous avez accumulées durant la journée. Ce qui est très important d'ailleurs. Ce qui est très important. Donc, quand vous faites une apnée, quand vous êtes en phase de sommeil profond, lorsque vous faites une apnée, à la fin de l'apnée, vous avez un micro-éveil. Le micro-éveil, ça veut dire que vous allez sortir de cette phase de sommeil profond, vous allez partir vers l'éveil. C'est quelques secondes, ça ne dépasse pas les 15 secondes, et vous allez replonger, soit en sommeil léger, soit en sommeil profond. Et c'est cette fragmentation du sommeil qui fait que le lendemain, il y a de la somnolence et il y a de la fatigue. Parce qu'en réalité, on n'arrive jamais à ce sommeil profond. Exactement, exactement. On ne récupère pas. Hein. Vous m'en parliez avant justement cette émission, en préparant cette émission. Vous me disiez que vous étiez arrivé à un sommeil très léger et que vous n'arriviez jamais à avoir ce sommeil réparateur. Oui, on comprend par le fil du temps et puis on s'intéresse à notre problème généralement. Et vu que je faisais un peu de plongée sous-marine, donc j'entendais toujours parler de l'apnée, de l'hyperapnée. Enfin, je connaissais à peu près ce que ça signifiait, oui. Ça signifiait, voilà. Et puis avec le temps, avec les médecins, les spécialistes que j'ai l'habitude de voir, donc j'ai commencé à comprendre ce que j'avais. Enfin, j'avais en quelque sorte... Oui. Alors, vous me disiez tout à l'heure que ce sont vos parents, justement, et votre père, essentiellement, qui vous a un peu amené à consulter. Alors, pour dire peut-être aux gens qui nous regardent de faire attention, parce que généralement, ce n'est pas la personne, on le disait tout à l'heure, au tout début de cette émission, ce n'est pas la personne qui fait l'apnée qui va s'en rendre compte, parce qu'elle dort, mais... dire aux gens qui nous regardent, il faut qu'ils fassent attention. Par exemple, si on a un mari ronfleur, si on a un conjoint ronfleur, si on a dans la fratrie quelqu'un de ronfleur, il faut faire attention. Absolument. Soit vous avez l'enfant qui va être en interruption permanente. Pour ma part, je suis pédiatre, donc je vais parler des enfants. On est très regardant parce que mes collègues ont parlé des scores et un nombre d'événements. Chez l'enfant, c'est beaucoup plus restrictif. Déjà, au-delà de 1,5 événement d'apnée, c'est déjà on rentre dans le SROS léger. Donc les scores ne sont pas les mêmes. On est très regardant. Pourquoi ? Parce que chez l'enfant, tout ce qui est croissance, tout ce qui est hormones, ça se passe durant le sommeil. Oui. Nos grands-mères le disaient, il faut bien dormir pour bien grandir. C'est vrai. Et donc, c'est totalement vrai sur le plan physiologique. Et donc, le sommeil de l'enfant fait partie de sa croissance et sa bonne santé. Absolument. Et donc, l'enfant, forcément, ne se rend pas compte. C'est les parents qui vont rapporter des signes, une plainte en consultation de pneumos. Avant de revenir justement sur les symptômes, peut-être justement... Monsieur Haroun a parlé de cette notion de se réveiller avec les extrémités bleuâtres, c'est-à-dire qui cyanosait et qui manquait d'oxygène, c'est ça. Alors chez l'enfant aussi, est-ce qu'on peut voir ça ? Parce que là, j'ai l'impression que c'est très dangereux aussi. Oui, chez l'enfant, fort heureusement que les étiologies, les causes ne sont pas les mêmes. Et donc très très rarement où on a des SAOS sévères. On a vu, avec des pathologies assez, soit de l'obésité morbide, soit c'est des malformations crânio-faciales héréditaires, génétiques. Mais c'est extrêmement rare où on a sur le tracé polygraphique des désaturations, des tachycardies énormes, mais rarement où l'enfant se réveille avec la cyanose. Oui. On se réveille avec des sueurs, il se réveille avec une reprise ventilatoire. Parfois, les enfants pleurent, ils sont tellement, ils se sentent, ils peuvent pas s'exprimer. On parle de cauchemar justement, voilà. De cauchemar de suffocation. Ils peuvent pas vous dire je suffoque, mais cette angoisse terrible, ils se réveillent en pleurant, en criant, et donc les parents forcément de prime abord ne vont pas évoquer ce trouble respiratoire du sommeil, quoique il y a des parents qui nous viennent avec des films en disant voilà, j'ai noté ces événements. Il reprend la respiration, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Et donc nous, on a des scores et on va diagnostiquer après, comme mes collègues absolument précisé. Monsieur Haroun, pour revenir aux symptômes, alors vous avez parlé de somnolence, est-ce que vous ronfliez par exemple, est-ce que vous aviez d'autres symptômes? Oui. Je sentais que je ne dormais pas en quelque sorte. Et puis il y a aussi une hypertension qui s'est déclenchée.
une hypertension violente. J'ai consulté aussi un... Les céphalées aussi, vous me disiez. Oui, les maux de tête. Les maux de tête, voilà. Et j'ai commencé, j'ai suivi les consignes d'un cardiologue que je salue. Il m'a juste préconisé un régime draconien que je n'ai pas hésité de suivre. J'ai perdu 15 kilos en 20 jours. Donc je me suis en quelque sorte... Ça vous a fait du bien. Je me suis soulagé, quoi, en quelque sorte. Oui, voilà. Par la suite, j'ai été conduit directement vers Dr Laïs, par MAMU, un médecin ORL aussi. Donc voilà, on va revenir sur les traitements. Je sais que vous voulez vraiment parler des traitements parce que ça vous a changé la vie, on en parlera tout à l'heure. Pour revenir peut-être sur les symptômes, pour les rappeler aux gens qui nous regardent, quels sont essentiellement les symptômes qu'on va observer chez une personne qui fait de l'apnée du sommeil? D'accord. Chez les patients apnéiques, le symptôme le plus fréquent, du moins le plus sonore, c'est le ronflement. C'est le ronflement. Caractéristique des apnées du sommeil, quand il est là, ça change au fil des années, ça augmente en intensité, en décibels et surtout en fréquence. Et surtout quand ce ronflement s'interrompt pendant le sommeil, c'est qu'on ne respire plus. Le ronflement est traduit quoi? C'est une respiration avec des phénomènes de résistance, des vibrations de la luette et des voiles du palais quand l'air passe avec des phénomènes de résistance. Donc quand on s'arrête de ronfler, c'est qu'on ne respire plus, on est en apnée. Ça, c'est très caractéristique. Deuxième élément, c'est que quand l'entourage constate que le patient apnéique ne respire pas, donc il fait des pauses respiratoires pendant son sommeil, donc ils sont parfois obligés de le réveiller parce qu'ils ont peur, et le fait que cette anomalie respiratoire, ça retentit sur la qualité du sommeil. Et donc, le patient, quand le plus souvent il se réveille fatigué le matin, c'est comme s'il a un sommeil non réparateur et qu'il a tendance à payer cette dette de sommeil, donc à somnoler pendant la journée, et ce qui l'invalide sur le plan socio-professionnel pendant sa journée, avec le risque d'accident parfois majeur. Oui. Alors il y a aussi, on rapporte d'autres symptômes également, qui devraient peut-être nous faire, auxquels on devrait faire attention. Par exemple, l'envie d'uriner la nuit aussi, docteur Laïs, ça peut être un symptôme. C'est l'énicturie, on appelle ça. Absolument. Donc c'est le fait de se lever plusieurs fois par nuit pour uriner. Alors c'est tout simplement lié au fait que lorsque vous vous arrêtez de respirer, vous avez les voies aériennes bloquées. C'est ce qu'on appelle un collapsus. Il y a une obstruction au niveau des voies aériennes et ça crée un mouvement de pression-dépression à l'intérieur du thorax et de l'abdomen et ça déclenche l'envie d'uriner. Et là, les patients peuvent même rapporter que c'est des réveils répétés, pratiquement chaque heure et demie, ils sont obligés de se réveiller. Alors, sans diabète associé, sans rien du tout. Donc ça, c'est l'énicturie. Vous pouvez avoir aussi des difficultés des troubles cognitifs, pardon. Absolument. Donc, difficulté à la concentration, des oublis, d'accord. Et d'ailleurs, dans les pathologies de démence, actuellement, parmi les recommandations, c'est de rechercher un syndrome d'apnée. Quand vous avez des patients avec des démences, dans la prise en charge, on demande toujours de voir s'il y a un syndrome d'apnée. Donc vous avez les oublis, les difficultés à la concentration nocturne, c'est les ronflements et les nicturies. Vous avez l'irritabilité aussi. Ça, c'est un peu normal. C'est les conséquences d'un sommeil non... Voilà, absolument. Voilà, d'un mauvais sommeil. Chez les enfants aussi, on peut remarquer du somnambulisme. On va passer à professeur Drali justement pour parler des enfants justement. Alors on parle de fatigue depuis tout à l'heure pour les adultes, notamment pour Monsieur Haroun qui parlait de sa somnolence diurne. Pour les enfants, c'est pas forcément la fatigue, ça peut être juste le contraire. L'hyperactivité est un symptôme. Absolument. Les deux cas peuvent se voir. Les parents nous disent parfois, ils taxent l'enfant de simuler en disant c'est pas possible, il vient de se réveiller, il veut pas aller à l'école. Donc c'est pas vrai qu'il est fatigué, alors que l'enfant il est fatigué. On va profiter justement pour dire aux parents, justement, peut-être pour être attentifs. Un enfant ment rarement sur la santé. Quand il dit qu'il a mal, quand il dit qu'il est fatigué, il faut l'écouter. Et surtout si ça s'accompagne d'autres signes. Absolument. L'enfant est tout le temps fatigué, cerné, et ça retentit. Soit vous avez un enfant qui est trop calme, qui somnole tout le temps, qui cherche une place pour se reposer. Soit c'est le contraire. Monsieur vient de parler sur les troubles cognitifs. C'est les troubles de l'apprentissage, un mauvais rendement scolaire, ou c'est de l'hyperactivité.
là, il faut évoquer, si ça s'associe bien sûr à d'autres signes, que ce soit le matin ou le soir, un syndrome d'hypoventilation qui soit apnéique ou de l'hypopnée. À ce moment-là, il faut consulter. On ne dit pas que tous ces tableaux cliniques vont être des SOS, mais il faut consulter. Voilà, c'est ça, il faut essayer de poser un diagnostic et voir pourquoi ça ne va pas. Alors, on a tendance à dire, ou on a longtemps dit que l'apnée du sommeil était l'apanage un peu des personnes âgées, des personnes en surpoids, des hommes. On disait que ça ne touchait pas les femmes, mais aujourd'hui, il est clair que ça touche même les enfants. Oui. À partir de quel âge on peut en souffrir ? Généralement, les enfants, on peut en voir de tout âge. Ça dépend de l'étiologie. Mais les phénomènes vont s'accentuer avec l'âge. Donc, les étiologies, fort heureusement, chez l'enfant, dans 90% des cas, c'est en rapport avec des pathologies ORL dont la prise en charge est rapide et facile. Et donc, on n'aura pas de conséquences derrière. Comme on a d'autres pathologies, c'est ce qu'on appelle les facteurs prédictifs. On sait que cette pathologie cache un SOS derrière, les trisomiques, ceux qui ont des anomalies morphologiques crânio-faciales, ceux qui ont des anomalies orthodontiques, ceux qui naissent, ceux qui sont en surpoids. Il y a des pathologies traitables avec de simples règles hygiéno-diététiques et de la microchirurgie, comme on peut leur proposer une autre thérapeutique. Absolument. Mais fort heureusement, chez l'enfant, ça représente 1% de la pathologie par rapport aux adultes. Oui. Monsieur Haroun, encore une fois, alors est-ce que vous êtes le seul à souffrir d'apnée dans votre famille? Je suis le seul. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler de génétique? Puisqu'on parle aussi de problèmes, quand on parle d'étiologie ou de cause, on parle de problèmes anatomiques, comme venez de le dire, hein, les problèmes d'orthodontie, les problèmes de mâchoire. Est-ce qu'on peut parler d'intérêt génétique aussi dans cette pathologie? Oui, on parle beaucoup plus de prédisposition anatomique. Chez les patients apnéiques, ils ont tendance à avoir une filière oropharyngée rétrécie, par une, si vous voulez, un squelettique au niveau maxillofacial qui est né comme ça. Et puis, généralement, nous, chez l'adulte, quand on fait le diagnostic d'apnée du sommeil, on va vers les descendants et de voir s'ils se plaignent d'apnée du sommeil chez l'enfant, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut corriger et d'éviter... Vous recevez des enfants chez vous? Oui. Oui, beaucoup. Beaucoup en consultation, oui. On en voit beaucoup. Donc, ça permet d'éviter l'évolution vers un authentique syndrome d'apnée du sommeil, si on prend en charge à temps l'enfant. Oui. Docteur Aïs, on arrive un peu peut-être aux facteurs prédisposants. Est-ce que la morphologie de la mâchoire peut être un signe prédictif, hein, vous en avez parlé, peut-être pour dire aux gens aussi qui nous regardent, hein, faites attention à ce signe. C'est vraiment lié à la morphologie crânio-faciale du patient. Donc vous avez des patients avec une mâchoire inférieure, le maxillaire inférieur ou la mandibule reculée. Donc ça favorise l'obstruction, ça donne au niveau des voies aériennes un espace très réduit et ça favorise justement le collapsus nocturne, l'obstruction pendant le sommeil. Comme vous avez par exemple, si on prend le cas de l'acromégalie par exemple, c'est une pathologie où il y a une sécrétion importante de l'hormone de croissance et du coup on a un os qui est plus gros, ça donne aussi une langue plus grosse, donc une macroglossie, et ça favorise le syndrome d'apnée. À partir du moment où vous avez un patient apnéique, j'aime bien voir les enfants, s'il y a un patient, s'il a des enfants, j'aime bien voir les enfants, voir la morphologie faciale. Absolument. Et voir... S'ils sont prédisposés à en développer une apnée. L'entendre respirer, voir comment il respire en position de repos et dire peut-être lui, il va avoir un problème de syndrome d'apnée. Oui. Alors il y a des choses qu'on peut corriger à l'âge précoce, chez un enfant, pendant la croissance. On peut orienter la croissance des maxillaires, des mâchoires, on peut orienter la croissance des maxillaires, on peut orienter les positions des dents, et on peut aussi corriger certaines malformations pour espérer éviter un syndrome d'apnée plus tard. Consulter un orthodontiste aussi, exactement, parce que souvent on a tendance de passer à côté de certaines déformations. Voilà, souvent on oriente pour corriger ces déformations. Oui. Alors il y a un autre aussi point très important, l'hypertrophie justement des amygdales et des végétations. Ça aussi c'est un signe très important. Absolument. Depuis tout à l'heure on parle des pathologies orthodontiques qui sont maintenant très répandues chez nos enfants, mais le principal problème, d'ailleurs on reconnaît un enfant, on dit il a un faciès adénoïde. Principalement c'est l'hypertrophie
obstructif des végétations adénoïdes et ça s'accompagne parfois de l'hypertrophie, parfois de naissance, c'est-à-dire c'est génétique des amygdales qui constituent un obstacle mécanique au passage de l'air et donc on reconnaît c'est un enfant au repos qui n'arrive pas à fermer sa bouche, qui respire mal et donc cela va entraîner un cercle vicieux. Donc il n'y aura pas une bonne croissance aussi du massif et à ce moment-là, on reconnaît un enfant qui va venir tout le temps, la bouche ouverte, respiration bruyante. Et monsieur c'est un enfant qui dort mal, hein, un enfant qui dort déjà, mal et il y a des phénomènes nocturnes, donc des réveils nocturnes, des cauchemars et des phénomènes, ce qu'on appelle des parasomnies, des enfants qui se réveillent et qui marchent, du somnambulisme et qui peuvent même ne plus avoir du tout de mémoire de leur sommeil. Ils disent non, c'est pas nous. C'est important peut-être de rappeler aussi que normalement, lorsqu'on dort, on doit respirer du nez. Ça, c'est important. Parce qu'on a tendance à banaliser, hein, une personne peut-être qui dort la bouche ouverte ne va pas forcément s'inquiéter. Alors, une respiration normale, c'est une respiration nasale. Oui. D'accord ? Donc, à partir du moment où vous avez une double respiration bucco-nasale ou une respiration purement buccale, ça veut dire qu'il y a un obstacle au niveau du nez. Et si vous arrivez à respirer, vous êtes en position pour actuellement, ça doit être le cas la nuit, pendant votre sommeil. Si vous ouvrez la bouche, si vous respirez par la bouche, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Il y a un obstacle, il faut chercher ce que c'est. Absolument. Docteur Mahmoudi, alors on peut parler aussi des personnes peut-être qui prennent des drogues ou des personnes qui prennent de l'alcool aussi. Est-ce que ça aussi, c'est des personnes qui peuvent développer une apnée du sommeil? Oui, tout à fait. Toute substance ou toute molécule qui donne une baisse du tonus musculaire pendant le sommeil, et même pendant la journée, peut prédisposer à l'affaissement des muscles des voies supérieures, donc à des apnées. Avec le patient, il y a des patients qui ne s'endorment pas la nuit, ils font des insomnies, ils prennent des somnifères, essentiellement des benzodiazépines. Ils font beaucoup d'apnées du sommeil parce qu'il y a un relâchement. Ça, c'est très mauvais en plus. Ouais. Hein. Ça peut compliquer justement, parce que le relâchement peut aggraver l'obstruction, c'est ça? Exactement. Oui. Exactement. Alors les benzodiazépines, c'est des traitements qui sont contre-indiqués en cas de syndrome d'apnée du sommeil. Alors on a tendance à prendre ces traitements-là pour pouvoir dormir, mais finalement ça complique les choses plus que ça en résout. Premièrement. Deuxièmement, au niveau de ces substances, vous avez, comme l'alcool par exemple, c'est un biorelaxant. Donc vous avez un relâchement musculaire total et l'alcool, c'est pire. Vous avez un changement d'état avec l'alcool. Uniquement la consommation d'alcool. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui ne ronfle pas, la nuit il va consommer de l'alcool, il va ronfler. Un ronfleur va faire des apnées. Un apnéique léger, quelqu'un qui fait de l'apnée de façon légère, la nuit il va consommer de l'alcool, il va faire de l'apnée de façon modérée. Donc il y a un changement d'état uniquement à la consommation d'alcool. Quand on parle aussi des opioïdes, vous avez ces traitements-là qui sont prescrits parfois dans le cadre de douleurs importantes. Nos confrères les prescrivent. Il faut qu'on fasse très attention parce que les opioïdes vont favoriser l'apparition des apnées. Quand vous avez un patient qui fait ce qu'on appelle une apnée obstructive, un syndrome d'apnée obstructive, avec les opioïdes, voilà, c'est la plus courante. Avec les opioïdes, on va changer de type, on va passer aux apnées obstructives vers les apnées centrales, qui sont causées uniquement par ces traitements-là. Donc il faut faire très attention à la prescription lorsqu'il s'agit d'un traitement prescrit par un médecin. Et puis en population générale, il faut faire très attention aux consommations, que ce soit d'alcool ou de drogue. Oui. Alors puisqu'on parle de médicaments et d'anxiolytiques particulièrement, alors beaucoup de malades rapportent par exemple qu'ils ont été diagnostiqués comme étant dépressifs. Est-ce qu'on peut parler aussi de notion d'errance dans cette maladie? Alors, il y a beaucoup de malades qui disent par exemple on m'a traité pour dépression parce qu'ils sont tout le temps fatigués, parce qu'ils sont irritables, parce qu'ils n'ont pas le moral. Oui, tout à fait. Le syndrome peut donner des troubles cognitifs pendant la journée, des troubles de concentration, de l'irritabilité et une fatigabilité, parfois jusqu'à l'extrême, le syndrome dépressif. C'est ça. Et du coup, ils reçoivent le traitement pour cette maladie et qui va aggraver le syndrome d'apnée du sommeil si on n'a pas fait attention de le diagnostiquer, qu'il est à l'origine de tous ces symptômes. On peut parler d'errance ou pas dans cette pathologie? Alors, c'est pas d'errance, mais je dirais plutôt mauvais aiguillage, on va dire. Mauvais aiguillage. Alors, parmi vous pouvez parmi les conséquences, alors vous avez des conséquences cardiovasculaires, métaboliques, tout ça. Alors, sur le plan psychiatrique, on peut avoir une dépression secondaire. Alors, là vient le rôle du psychiatre.
le psychiatre va diagnostiquer une dépression, mais il n'y a pas d'origine à cette dépression. Alors, il faudrait envoyer le patient, l'adresser pour faire un enregistrement du sommeil et voir s'il n'y a pas un syndrome d'apnée. En général, chez ces patients-là, à partir du moment où le diagnostic est posé du syndrome d'apnée, à partir du moment où le traitement a été mis en route, la dépression disparaît. Il n'y a même pas besoin d'aller vers les psychotropes. Oui. Alors, M. Haroun, pour vous, le diagnostic a été simple? On est parvenu facilement à poser un nom sur votre pathologie? Non, je suis passé d'abord par le cardiologue. Et puis j'ai fini chez un pneumo. Et puis après un ORL qui m'a conduit chez un somnologue. Oui. Donc, ça a pris combien de temps en tout? Ça a pris combien en termes d'années ou en termes de mois? Non, c'est une affaire de mois, en quelque sorte. Et c'était beaucoup plus, c'était l'inquiétude des parents qui m'a poussé à les satisfaire en quelque sorte. Sinon, vous auriez abandonné? Oui, je n'irais même pas chez un médecin. C'est l'inquiétude des parents qui m'a en quelque sorte qui m'a fait bouger. Oui. Alors pour le diagnostic, on a vu tout à l'heure dans le reportage justement alors il y a les paramètres cliniques et paracliniques également. Chez l'enfant aussi, ça se passe pas de la même manière. Absolument. On va faire l'enregistrement du sommeil également. On ne va pas systématiquement enregistrer tous les enfants qui se présentent pour un motif de ronflement. Oui. On sait que parmi le pourcentage de ronflement, on va trouver que 10% qui vont présenter de l'hypopnée ou de l'apnée. À ce moment-là, on a des scores pédiatriques spécifiques à l'enfant. On va faire le cumul des signes et on va dire oui, c'est un enfant qui sera enregistré par la polygraphie ventilatoire parce qu'il fait probablement des troubles ventilatoires obstructifs. À ce moment-là, et je tiens à attirer l'attention parce que ce n'est pas du tout les mêmes paramètres. C'est vrai que c'est la même technique, mais c'est pas les mêmes. Les sangles, il faut qu'ils soient adaptés au poids de l'enfant, à la taille de l'enfant. On va enregistrer des paramètres, on va les interpréter. Ce n'est pas le logiciel, comme tous examens complémentaires. Le logiciel, il est là automatique, mais c'est un acte médical. Donc la validation des scores doit être faite par un spécialiste du sommeil. Et à ce moment-là, les enfants sont enregistrés, soit maintenant il y a l'enregistrement à domicile, soit ils sont enregistrés à l'intérieur d'une structure avec vidéo ou sans vidéo. Et à ce moment-là, on va poser le diagnostic et la thérapeutique derrière. Qu'est-ce qu'on craint chez un enfant si on ne diagnostique pas son apnée? Qu'est-ce qu'on craint? C'est quoi le pire? C'est que ça dépend de la sévérité et d'une. Toutes les conséquences derrière. Si vous avez un enfant qui passe le plus clair de son temps en hypoventilation avec les conséquences de désaturation et de tachycardie, un retentissement, mes collègues vous l'ont dit, c'est la même chose chez les enfants, les troubles neurocognitifs. Donc pour sa croissance, que ce soit cérébrale ou croissance somatique, vous avez les phénomènes cardiovasculaires. Donc l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Et donc et le reste, tout ce qui est métabolique et tout ce qui est pathologie respiratoire. Donc ça peut évoluer. Et laissons de côté aussi le problème, ça existe aussi les problèmes psychologiques chez les enfants. Ils sont déprimés, ils sont isolés et donc ils peuvent être mis de côté à l'école et tout ça concourt à installer une situation qui peut être diagnostiquée, gérée et traitée. Chez les enfants, 90% c'est résolu par des traitements. Oui. Même question, Dr Raïs. Qu'est-ce qu'on craint lorsqu'on ne traite pas une apnée du sommeil? Ah oui, on craint beaucoup. On craint beaucoup. Alors, tout d'abord, alors vous avez des situations, on va dire, diurnes. Alors, déjà, la dépression, on vient d'en parler. On peut avoir des accidents de la circulation, puisqu'on a dit qu'il y a une fragmentation du sommeil, donc il y a de la somnolence. On peut s'endormir au volant. Ça, c'est dans le court, voilà. le court terme. Hein. Voilà, le court terme. Vous avez des accidents de travail. Et vous avez aussi, le plus important, les pathologies cardiovasculaires et les pathologies métaboliques. Lorsqu'on parle de cardiovasculaire, alors juste pour rappeler, lorsque vous faites un arrêt respiratoire, il y a une accélération cardiaque du fait du baisse de taux d'oxygène. Je m'arrête de respirer, mon taux d'oxygène baisse, il y a une accélération cardiaque. Je reprends ma respiration, mon taux d'oxygène remonte, et là, il y a une décélération cardiaque. Donc le patient va passer 100 ans durant son sommeil à faire on voit le graphe justement qui explique ce qui se passe. Là, très bien. Donc là, vous avez en haut les ronflements et puis là où c'est rouge, la première partie rouge en haut, c'est les arrêts respiratoires. D'accord ?
Et la partie rouge en bas, c'est les désaturations. Donc on voit le taux d'oxygène qui baisse de façon très très importante. Donc là, à partir du moment où vous arrêtez de respirer, vous reprenez votre respiration, donc baisse du taux d'oxygène et augmentation. Le patient va faire un suivi de tachycardie, bradycardie durant toute la nuit. Et là, à partir du moment où il y a une tachycardie, il y a une augmentation de la tension artérielle. Donc le premier risque, c'est de développer une hypertension. Lorsqu'on regarde en qui est arrivé à M. Haroun. Voilà. Donc en population générale, vous avez 45% des hypertendus qui peuvent présenter un syndrome d'apnée. On a aussi ce qu'on appelle l'hypertension cachée. L'hypertension cachée, c'est des patients qui font de l'hypertension la nuit, qui n'est pas apparente dans la journée. Et ça peut augmenter à 80% chez les hypertendus réfractaires. Les patients qui ont une hypertension résistante au traitement, donc 80%. Donc vous avez l'hypertension, vous avez les AVC, à partir du moment où il y a une augmentation de la tension artérielle, donc on peut faire un accident vasculaire cérébral. Un infarctus aussi. Un infarctus. Vous avez les maladies coronaires, à peu près c'est 40% des patients. Les AVC, c'est à peu près 60% des patients. L'insuffisance cardiaque, c'est entre 50 et 60% des patients. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont vraiment importants. Alors, on parle de mort subite également dans le syndrome de l'apnée du sommeil, mais qui ne serait pas dû au manque d'oxygène, mais plutôt aux tachycardies, ou c'est ça? C'est la fatigue cardiaque. Alors, les morts subites chez les patients apnéiques qui surviennent pendant le sommeil, et plus particulièrement la deuxième partie de la nuit, c'est là qu'ils font beaucoup plus de sommeil paradoxal. Et pendant notre sommeil paradoxal, on est vulnérable sur le plan cardiovasculaire. Il y a une variabilité importante de la fréquence cardiaque, et du coup, ça entraîne des arythmies, des tachycardies parfois importantes. Ça peut engendrer un état de choc et parfois une mort subite, et les patients meurent dans leur sommeil. En fait, la mort subite chez les patients apnéiques, c'est pas par arrêt respiratoire, beaucoup plus par arrêt cardiaque. Soit on fait une arythmie ou un trouble de conduction. Parce que pour les arrêts de respiration, quand même, on a tendance à se réveiller. C'est ça. Voilà. Ouais. Oui. On est protégé par le cortex qui reçoit un influx, donc il y a une baisse d'oxygène, augmentation de CO2. Il va envoyer un influx pour ouvrir les voies aériennes supérieures qui étaient fermées, ça passe. Mais quand on déclenche une arythmie par une apnée, ça peut être soutenu et parfois il est fatal. Oui. Il y a une question peut-être sur laquelle on est passé rapidement. Qu'est-ce qu'on craint finalement dans les apnées d'une manière générale? On a peur que l'apnée soit longue, ou on a peur soit du nombre des apnées ou de la durée de l'apnée finalement? Ouais. Qu'est-ce qui fait peur? Ça c'est très important. Ce qui est le plus important, effectivement, il y a le nombre, mais beaucoup plus la durée en temps qu'on passe dans des apnées. C'est-à-dire le temps cumulé en apnée. On peut faire 20 apnées par heure. L'arrêt respiratoire lui-même. Oui, on peut faire 20 apnées par heure du sommeil, et l'autre patient fait 40, mais celui qui fait 20, sur le plan cardiovasculaire, c'est plus néfaste que l'autre. Et deuxième élément, quand on désature, la baisse en oxygène, quand il est importante, il est soutenu dans le temps. On appelle ça la charge hypoxémique. Une baisse importante et soutenue en oxygène, ça peut donner des répercussions sur le plan cardiovasculaire. On traite tout le monde? Oui, il faut traiter, mais l'urgence de traiter, on tient compte, on voit s'il y a des troubles du rythme. Là, c'est urgent de traiter, on explique aux patients parce qu'il y a un risque de mort subite. Et puis, la profession. Quand on voit un conducteur de bus ou autre, donc on est obligé de traiter parce que notre responsabilité médicale est engagée. Il y a un risque d'accident de circulation. Également, on a peur pour le patient, donc il faut l'informer et le traiter. Donc la profession de rappeler justement à ces gens qui font ces métiers de se faire dépister, ça c'est très important, notamment pour les routiers. Alors, Monsieur Haroun, on arrive au traitement. Quand on vous a diagnostiqué, avant d'arriver peut-être au traitement lui-même, on a vu le docteur Alaïs a ramené avec lui une panoplie justement d'appareils. Avant peut-être de parler de l'appareil en lui-même, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on doit changer dans sa vie? Est-ce qu'il y a des règles d'hygiène, c'est-à-dire diétéco-hygiéniques, qu'il faut observer lorsqu'on est en surpoids par exemple déjà? Est-ce qu'on vous a conseillé par exemple de perdre du poids? Est-ce qu'on vous a conseillé de faire de l'activité physique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je pense, à mon avis, c'est le surpoids surtout. On est censé de faire beaucoup de sport. Je donne pas l'exemple, mais il faut penser... Vous avez perdu quand même 15 kilos, c'est... Oui. Mais après, quand on est à l'aise, on reprend facilement. Oui. Donc c'est pour ça, il faut penser à une hygiène de vie carrément et faire du sport, contrôler son alimentation surtout. On a tendance à prendre des produits qui nous font grossir.
Oui. Surtout notre cuisine. Reste à l'appliquer. Hein. Surtout notre cuisine. Reste à l'appliquer. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on conseille, alors je sais que vous allez me dire que les appareils sont indispensables dans cette pathologie, mais est-ce que par exemple la perte de poids importante, hein, aujourd'hui il y a par exemple des chirurgies bariatriques qui sont proposées, est-ce que si on arrive à perdre beaucoup de poids, on peut se passer de l'appareil? Alors, concernant le poids, la relation entre le syndrome d'apnée du sommeil et le poids, ce n'est pas une relation stable et ce n'est pas une relation linéaire. Direct, d'accord. Alors, c'est un facteur qui peut être un facteur prédisposant, favorisant plutôt, ou un facteur déclenchant. Vous avez chez les patients obèses 10 à 20% qui font un syndrome d'apnée. Lorsqu'on a un index de masse corporelle inférieur à 40. Supérieur à 40, c'est uniquement la moitié des patients obèses qui font un syndrome d'apnée. Donc l'obésité n'est pas vraiment un facteur, je dirais, c'est un facteur de risque, oui, mais ce n'est pas l'obésité qui joue un rôle très important dans le syndrome d'apnée. Après, pour pouvoir perdre du poids, il va falloir dormir. Pour pouvoir dormir, il va falloir respirer. Chez les patients qui doivent subir une chirurgie bariatrique et qui sont apnéiques, c'est obligé de se traiter, d'accord, avec une PPC pour pouvoir stabiliser. Traitement de première ligne. Qu'est-ce qu'on propose en premier? C'est ça. Alors, c'est l'appareil. Je ne sais pas si on peut le voir. Alors, le traitement, ça varie en fonction de la sévérité. Lorsque vous avez un syndrome d'apnée léger, sans comorbidité, vous ne faites rien, vous surveillez, vous donnez des règles hygiéno-diététiques aux patients pour pouvoir perdre du poids éventuellement, ou bien revoir son hygiène alimentaire et son hygiène de sommeil de façon générale. Lorsque vous êtes en syndrome d'apnée modéré, donc là vous êtes avec un index entre 15 et 30, là il y a deux choses qu'il faut voir, c'est les comorbidités. Si vous avez des comorbidités cardiovasculaires, à ce moment-là, on peut proposer le traitement par pression positive continue. Si vous avez uniquement un syndrome d'apnée sans comorbidité, on peut proposer aux patients, si les conditions bucco-dentaires sont là, on peut proposer ce qu'on appelle... On va avoir les dents solides, hein, c'est voilà, ça. Les dents solides, les tissus de soutien des dents solides aussi, un nombre de dents suffisant en bouche, on peut proposer une orthèse d'avancée mandibulaire pour pouvoir ouvrir les voies aériennes. Et là, on va mettre la... Bien sûr, ça, on va les porter pendant le sommeil, hein, il faut préciser. Uniquement pendant le sommeil. Oui. Uniquement pendant le sommeil. Donc une orthèse, si c'est modéré. Après, si c'est modéré ou sévère avec une pathologie cardiovasculaire associée ou métabolique, là, on va proposer une pression positive continue. Donc pour les patients, je reviens au poids, pour les patients avec une obésité massive ou morbide qui doivent recevoir une chirurgie bariatrique, vous ne pouvez pas les envoyer en chirurgie avec une anesthésie générale sans avoir stabilisé les voies aériennes au départ, au préalable. Donc d'abord, il faut qu'ils portent l'appareil pendant un certain temps. Après, perdre du poids, ces patients-là, on en a fait l'expérience, vous avez des patients qui vont perdre en index d'apnée, mais pas le syndrome d'apnée, c'est-à-dire ça va diminuer, mais ils vont garder un syndrome d'apnée, et vous avez des patients qui vont perdre du poids, et là, on va avoir une guérison, il n'y aura pas de syndrome d'apnée. Lorsque vous regardez les chiffres, si vous augmentez votre poids de 10%, vous avez une augmentation de l'index d'apnée d'à peu près 30%. Si vous augmentez votre poids de 20%, vous augmentez votre index d'apnée de 70%. Si vous perdez 10%, vous perdez que 25% de votre index d'apnée. Oui. Pour revenir à l'appareil, à la pression positive, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, le PPC, c'est quoi au juste? Il va permettre quoi aux malades? Très intéressant. Alors, juste pour rappeler, le médecin qui a découvert ça, c'est un Australien, c'est le professeur Sullivan. C'est très simple, il a pris un aspirateur, il l'a inversé, et au lieu d'aspirer, il l'insuffle. Donc c'est un aspirateur à l'envers, pour juste schématiser les choses. Oui, absolument. Comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, c'est pas de l'oxygène, c'est de l'air ambiant de la chambre. Donc l'appareil va aspirer de l'air, il y a une entrée d'air, et il va l'envoyer sous pression. Cette pression, elle est réglable en fonction du besoin du patient, en fonction du confort, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc cette pression d'air va arriver au niveau des voies aériennes supérieures, au niveau de la gorge. C'est là où le collapsus se fait, l'obstruction, et ça va permettre de maintenir les voies aériennes ouvertes, et ça va maintenir la ventilation du patient. Donc le patient va respirer, il n'y aura pas de baisse du taux d'oxygène. Oui, on le porte pendant toute la nuit, ou est-ce qu'on peut tricher un peu? Alors, si on veut suivre les études, pour avoir un effet bénéfique sur le plan cardiovasculaire, c'est minimum 6 heures d'utilisation par nuit.
Après, vous allez dans différents pays, on vous demande d'utiliser votre appareil pendant 4 heures, 5 jours sur 7, 3 heures, 7 jours sur 7. Alors ça, je dirais que c'est purement financier, c'est pour les assurances pour qu'elles puissent rembourser le patient ou pas. Sur le plan... On ne peut pas rapporter des gènes parce que quand même ça reste un appareil qu'on doit porter alors qu'on dort. Alors c'est une gêne, c'est comme les lunettes. Au début, vous avez des difficultés, mais après, vous allez prendre l'habitude. Il faut prendre l'habitude, il faut un suivi régulier. On va demander à M. Haroun, justement, parce que lui, il a testé depuis des années. Vous dormez avec. Oui. Alors, ça vous a changé la vie? Ben oui. Enfin, moi, je donne toujours l'exemple. C'est comme si qu'on est... Alors, vous parlez de renaissance. Vous me disiez, le lendemain, la première utilisation, dès le lendemain, on a remarqué que quelque chose a changé en vous. Comme, qu'on utilise avec des piles de mauvaise qualité et on place des Energizer. Ça change, ça rebooste en quelque sorte. Oui. Enfin, on est tout le temps fatigué. Le ressenti a été immédiat. C'est la première nuit avec la CEPAP. Dès que je me suis réveillé la matinée, tout le monde m'attendait pour prendre le café. Tout le monde était étonné de me voir, de voir mes yeux briller. J'étais dans... Et il n'y a aucune gêne, parce qu'on a tendance quand même à poser cette question souvent. Ça ne gêne pas de bruit Tout dépend des qualités de masque. Tout dépend des marques. Il y a des marques. Ça reste un masque quand même qu'on porte toute la nuit. Oui, il y a des marques qui sont en quelque sorte confortables. Il y a des masques moins confortables. Et ça varie, c'est le prix, c'est la qualité, c'est la marque. Malheureusement, justement, j'ouvre juste une parenthèse pour dire que ces appareils qui sont indispensables justement pour la prise en charge de cette pathologie ne sont pas encore remboursés et ça coûte très cher. Docteur Mahmoudi, justement, est-ce que tout le monde, alors quand on voit un peu le cas de M. Haroun, ça lui a changé la vie, est-ce que tout le monde réagit de la même manière à ces masques ? Oui, pratiquement tous les patients, mais ça dépend des phénotypes des patients. Il y a des patients qui sont trop symptomatiques et ceux qui ne sentent pas beaucoup leurs symptômes. Donc les patients qui sont symptomatiques, donc ils tirent beaucoup de bénéfices parce qu'ils voient les symptômes disparaître, les symptômes qui sont gênants. Donc du coup, il devient adhérent, et parce que ça change sa vie, comme il vient de dire, c'est une renaissance, c'est une sorte de renaissance. On parle très peu de non-observance dans ce cas précis parce que ça change la vie. Ça change la vie. Et l'observance, quand on fait une bonne éducation thérapeutique au début, on essaie d'expliquer ce que c'est que l'apnée du sommeil au patient, les risques des apnées du sommeil, le fait de porter le masque longtemps la nuit, mieux que de le porter peu la nuit. Ça permet de rassurer le patient. Il y a la notion aussi bénéfice. Même si ça peut être inconfortable, il y a un grand bénéfice quand même à en tirer. On termine avec vous, docteur Drali. Alors, pour peut-être les enfants, c'est un peu différent. Il y a d'autres choix thérapeutiques. Exactement. Fort heureusement pour les enfants que la majorité des pathologies sont traitables. Donc on peut avoir des SAOS sévères, on peut proposer d'une manière momentanée d'utiliser une PPC, mais dès qu'on... C'est plus compliqué à faire accepter à un enfant, justement. Oui, non, mais ça dépend. Monsieur a bien dit que quand c'est sévère, c'est eux qui demandent à l'avoir, lors des siestes et lors du sommeil. Mais fort heureusement, quand on a une hypertrophie des végétations adénoïdes obstructives et l'indication se pose, elle n'est pas gérable par un traitement médical, on propose la chirurgie. Mais avant, toutes les pathologies qui ont un SAOS doivent être préparées à toute chirurgie, qu'elle soit cardiaque ou autre. Et parce qu'il y a des complications post-op que nous sous-estimons et que nos collègues réanimateurs nous disent « Ah, je ne comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une bonne anesthésie, il ne s'est pas réveillé, il m'a présenté des problèmes. » C'est des enfants qui étaient déjà avec des facteurs prédictifs d'un SAOS qu'il fallait enregistrer, qu'il fallait appareiller d'une manière momentanée et après passer le cap. Les autres étiologies, une rhinite allergique, il faut la prendre en charge, une obésité, il faut la réduire. Les problèmes du massif crânio-facial, soit de l'orthodontie, soit de les proposer à la neurochirurgie ou une chirurgie ORL. Mais fort heureusement, on a de très très rares cas, soit des aberrations chromosomiques, soit des maladies de surcharge qui vont rester au long cours avec PPC. On termine avec ça, le temps de l'émission, on a même débordé du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'on a pu répondre à une partie, ne serait-ce qu'une partie infime des questions que vous posez sur ce sujet. Merci de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on parlera de cancer. Au revoir.